Question, à quand remonte le dernier livre que tu as lu? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Bah écoute, on va régler ça parce que on va aller à la médiathèque aujourd'hui. J'ai une réservation qui est arrivée et bah faut que je tarde pas trop avant d'aller la chercher. Donc go! J'ai emprunté quelques livres du coup. Ça c'était les livres que j'ai réservés. Alors, ouais, ouais, ouais. Je suis dans une vibe très soigner mon enfant intérieur en ce moment. Du coup, je relis les trucs qui me faisaient plaisir quand j'étais une jeune ado. Et j'avoue que j'ai un peu hâte de les relire. Et j'ai aussi fait un petit tour dans la bibliothèque pour prendre le temps de me balader un peu dans les rayons et tout, pas juste que ce soit un aller-retour ultra rapide à la bibliothèque. Et j'ai trouvé ça, La femme aux cheveux roux de Orhan Pamuk, un auteur turc. J'avais déjà vu ce livre et en fait, je comptais le lire à un moment donné, mais par erreur, je lui ai emprunté un autre roman qui s'appelait également La femme aux cheveux roux et j'ai eu un coup de cœur sur ce roman d'ailleurs, mais ce qui fait que celui-ci en fait il était totalement passé à la trappe et je l'avais oublié et là je suis tombée dessus mais vraiment ultra par hasard. Du coup je l'ai emprunté. Ça va me mettre un peu un défi de rapidité de lecture entre guillemets parce que j'ai commencé un livre au début du mois, un d'Hercule Poirot, et je prends pas énormément le temps de le lire honnêtement. Donc ça va me motiver à le terminer, à lire plus souvent, à passer moins de temps sur les réseaux sociaux, mais on va en parler, pour pouvoir lire celui-ci et le rendre à temps à la bibliothèque. L'emprunt généralement il dure un mois, on peut rallonger, mais moi j'aime pas trop faire ça, je préfère rendre bien dans les temps. Donc j'ai un mois pour lire 2 livres, un livre et demi techniquement vu que j'ai déjà commencé le Agatha Christie. Mais quand même, vu que je suis pas très motivée en ce moment pour lire, ça va m'aider à lire plus. J'avais grave envie de profiter de cette vidéo pour te faire un petit retour sur les livres que j'ai lus dernièrement et pour bien me souvenir des livres que je lis, etc. etc. Donc en fait j'ai une page sur Notion. Donc mon Notion... Attends, je vais te montrer, ce sera plus simple. Donc en fait j'ai une espèce de petite page sur mon Notion intitulée Médiathèque où en gros je vais ranger ma liste de lecture, ma liste de films, de séries, d'animés et de cartoons que je regarde pour tracer, enfin garder une trace. Et donc dans la liste de lecture j'ai tous les livres que j'ai envie de lire avec les auteurs, les autrices, etc. que j'ai pas encore lus en cours et ceux que j'ai déjà lus. Donc c'est pas les livres que j'ai lus pendant toute ma vie, c'est à peu près quand j'ai recommencé à lire il y a 3 ans. Ça commence à peu près il y a 3 ans, voilà, quand j'ai recommencé à lire sérieusement. Je me considère comme étant une bonne lectrice, mais voilà, je sais qu'il y a énormément de lecteurs et de lectrices qui lisent énormément, mais 100 fois plus que moi. Ça, c'est pas énorme en 3 ans. C'est possible de faire largement, largement plus. J'avoue que je sais pas trop par où commencer parce que il y a plusieurs mois, peut-être même genre plus d'1 an, je faisais déjà des revues de lecture, etc. J'en ai pas fait depuis très longtemps. Ce qui fait que si je dis toutes les lectures, tous les livres que j'ai lus depuis la dernière vidéo, on va y passer du temps à mon avis. Ouais, je vais sélectionner mes préférés, celles qui rétrospectivement m'ont plus marqué que les autres. Je vais commencer par Le consentement de Vanessa Springora.
que j'ai lu il y a un bout de temps maintenant. Mais c'est une lecture qui m'a énormément marquée, ouais, énormément marquée. J'en parlerai, je pense, plus en profondeur dans une vidéo que je dédierai à mes ressources féministes, parce que je pense que le consentement, ça a été la première, ou du moins une des premières lectures féministes que j'ai lues. Et je l'ai dévoré parce que c'est très facile à lire en termes d'écriture, c'est assez accessible. Par contre, tout ce qui est raconté dedans, c'est violent. L'autrice, Vanessa Springora, du coup, raconte la relation, entre guillemets, qu'elle a eue quand elle était adolescente avec l'écrivain Gabriel Matzneff dans les années 70. Gabriel Matzneff, c'est un écrivain, si tu connais pas, plutôt dégueulasse, voilà. La plupart de ses œuvres connues, c'est des journaux où il raconte les relations sexuelles qu'il avait avec des enfants. Et ce type était invité sur les plateaux télé à l'époque pour parler de cette œuvre. Il était décrit comme un don Juan, c'est lunaire, c'est vraiment lunaire. Mais le consentement, du coup, de l'œuvre de Vanessa Springora, ça remet vraiment l'église au milieu du village et on est en mode, mais non, ce type était un énorme dégueulasse, quoi. C'était vraiment un pervers. Elle prend le temps aussi au début du livre de placer le contexte dans lequel elle a grandi, un contexte qui est quand même plutôt sexualisé. Elle fait référence à ses parents, aux premières expériences un peu touche-pipi qu'elle a eues dans son enfance, en colonie de vacances, etc. Donc ça place un peu le décor. Bref, c'est une lecture que je recommande à tout le monde, sauf bien évidemment si vous êtes particulièrement sensible à ce genre de thématique, n'allez pas vous traumatiser. Voilà, le but c'est d'en tirer des leçons, de voir comment ça se passait à une certaine époque, à quel point les milieux intellectuels étaient favorables et protégeaient même ces prédateurs-là. C'est quand même assez vertigineux, mais j'ai aimé, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, cette lecture. OMG, celui-ci, incroyable, incroyable, incroyable. Je pense que c'est, en tout cas, l'autrice est devenue une de mes autrices préférées. Il s'agit de La cloche de détresse de Sylvia Plath. Pour te présenter rapidement l'œuvre, on suit une jeune fille américaine qui s'appelle Esther Greenwood. Elle est étudiante dans une fac de lettres dans les années 50. C'est une élève ultra brillante. Au début du roman, elle est sélectionnée ainsi qu'une autre jeune fille pour passer quelques temps à New York pour un stage dans un magazine prestigieux. Donc à elle, les restaurants, les soirées new-yorkaises, vraiment la vie de rêve. N'importe qui à sa place aurait été mais étourdi de bonheur rien que devant la vie new-yorkaise qui s'offrait à elle, mais aussi et surtout devant les opportunités que pourrait lui offrir cette expérience. Mais Esther s'enfonce de plus en plus dans des pensées morbides, sombres. La go va mal. L'autrice relate vraiment la chute du personnage dans une dépression sévère, la façon dont ses pensées sombres lui enlèvent peu à peu son envie de vivre, et on va en fait vraiment assister aux années très sombres de ce personnage, à ses TS, ses traitements violents par électrochoc, son internement dans un hôpital psychiatrique. Et elle décrit également l'absurdité de son quotidien de jeune fille dans les années 50, ses tribulations avec les hommes, le combat intérieur qu'elle mène contre le chemin qui est tracé tout droit devant elle, à savoir se marier avec un homme médiocre et faire beaucoup d'enfants. On sent qu'elle se débat intérieurement pour démêler ce qu'elle veut vraiment de ce dont elle pense avoir besoin, parce que au début du roman, elle a beau contempler l'absurdité des tribulations et des relations qu'elle entretient avec les garçons, elle ne remet pas tout de suite en question son envie de se marier et de continuer dans cette voie-là, parce que, socialement parlant, elle est poussée par la société entière, par ses parents, par les modèles, la représentation qu'elle a devant elle. C'était juste la seule façon de faire, en fait, quand t'étais une femme à cette époque. T'avais pas tellement d'autres façons de faire. Son futur, en fait, était en quelque sorte gravé dans le marbre par le contexte très puritain à l'américaine dans lequel elle a grandi. C'est un roman qui est très accessible par son écriture. C'est plutôt facile et rapide à lire, c'est pas très long. Et globalement, t'as pas le temps de t'ennuyer une seconde, mais la thématique abordée est plutôt difficile, notamment quand on sait que l'autrice en question, Sylvia Plath, c'est une femme qui a vécu ce combat-là. En fait, tout ce qu'elle raconte avec le personnage d'Esther Greenwood, c'est de elle dont elle parle littéralement. D'ailleurs, elle a fini par se
Est-ce un mois seulement après la sortie du roman La cloche de détresse. Donc quand on connaît le contexte, quand on connaît l'état mental de l'autrice quand elle a écrit le roman, l'histoire elle devient tout de suite beaucoup plus claire, très difficile à encaisser. Et bien évidemment le message féministe sous-jacent, assez avant-gardiste pour l'époque, la critique d'un certain puritanisme du coup qui enferme les femmes dans un rôle bien précis sans réelle possibilité de questionner ce rôle et de questionner aussi l'envie des femmes de jouer ce rôle. J'ai notamment une citation qui décrit pas mal ce que je suis en train de te dire. Un jour, alors que je rendais visite à Buddy, j'ai trouvé Madame Willard en train de fabriquer un tapis avec des morceaux de laine provenant d'un vieux costume de Monsieur Willard. Elle a passé des semaines sur cet ouvrage. J'admirais les motifs de tweed marron, vert et bleu qu'elle tressait. Mais une fois le tapis achevé, au lieu de l'accrocher au mur comme je pensais qu'elle le ferait, elle l'a jeté par terre pour remplacer le paillasson de la cuisine. En quelques jours, il est devenu souillé, terne, et il était impossible de le distinguer d'un paillasson ordinaire acheté pour moins d'$1 dans n'importe quel supermarché. Et je savais qu'en dépit des roses, des baisers, des dîners au restaurant qu'un homme déverse sur une femme avant de l'épouser, ce qu'il souhaite réellement, une fois la cérémonie achevée, c'est qu'elle s'écrase à ses pieds, comme le tapis de Madame Willard. Donc La cloche de détresse, c'est le seul roman qui est écrit Sylvia Plath. Le reste de ses œuvres, ça va être des recueils de poèmes, et il me semble aussi que ses journaux intimes ont été publiés post-mortem. Et j'ai lu Ariel, du coup, un de ses recueils de poèmes qui m'a énormément marqué. On retrouve vraiment le personnage d'Esther Greenwood et c'est exactement les mêmes thèmes qui sont abordés. Donc la santé mentale, la dépression, le corps, le suicide, la maternité, mais également beaucoup de références au nazisme et à la Shoah. Honnêtement, chaque poème est sublime à sa façon, mais mon petit préféré c'est quand même Dame Lazare. Notamment ce passage « Air Dieu, air Lucifer, méfiez-vous, méfiez-vous. De la cendre je surgis, avec mes cheveux rouges, et je dévore les hommes comme l'air. » C'est superbe. Dans une toute autre ambiance, j'ai lu... Orgueil et préjugés de Jane Austen. Et j'ai lu le livre bien après avoir regardé les films. Je regarde la mini-série des années 90 depuis des années. Je pense que je la regarde une fois par an. Ouais. Et pareil, le film des années 2000, je l'ai vu aussi un paquet de fois. Et j'adore l'histoire, je sais que j'adore l'histoire, j'adore les personnages. Je trouve que les personnages sont ultra bien écrits et je trouve ça même très drôle. Je savais pas si c'était juste un effet des films, un effet comique de le voir visuellement. Mais je trouve que les personnages tels que le cousin des Bennet, l'espèce de révérend, là je sais plus trop comment il s'appelle, ainsi que la mère de Elizabeth Bennet, sont très drôles. Malgré eux, mais ils sont très drôles. Et je les trouve toujours aussi drôles dans le roman. Je sais pas si c'est parce que, en lisant le roman, j'avais en tête les scènes, les personnages, je me représentais vraiment bien tout ce qui était écrit justement parce que je connais l'histoire par cœur et que j'ai vu et revu le film et la série. Mais en tout cas, ouais, c'est passé super bien, je l'ai lu assez rapidement. Il est un peu épais, mais en même temps, du coup, il se lit facilement. Certains romans de Jane Austen sont pas hyper accessibles, notamment au début. Je trouve que parfois ça peut être un peu dur de se mettre vraiment dans l'ambiance. Notamment il y a quelques mois j'avais lu Emma. Et même si j'ai adoré la lecture, j'ai vraiment mis du temps avant de me plonger dans l'histoire. Et pareil, j'ai essayé de lire, je crois que c'était Mansfield Park, mais je suis pas certaine d'ailleurs parce que je n'ai pas réussi à m'intéresser suffisamment à l'histoire. J'arrivais pas à me mettre dedans, ça devenait trop long. C'était très long à démarrer et j'ai pas eu la patience de continuer, donc j'ai arrêté là. Mais bref, tout ça pour dire que ce n'était pas du tout le cas de Orgueil et préjugés qui est vraiment hyper bien. Le prochain livre que j'ai lu dernièrement et que j'ai adoré, Gatsby le Magnifique. Admire un peu la couverture, je suis ultra fan de cette couverture. Mon dieu, je la trouve incroyable. J'ai commencé par, comme d'habitude, emprunter le livre à la bibliothèque, mais comme le coup de foudre a été immédiat et que j'avais vu aussi cette édition-là sur Pinterest, j'avais très envie de me la choper pour pouvoir rester avec pendant toute ma vie, globalement. Gatsby le Magnifique, c'est vraiment iconique. C'est une histoire incroyable. Tout est iconique au niveau de l'écriture des personnages, des descriptions, de l'ambiance ultra grandiose, débordante de luxe, de stupre et de luxure.
C'est incroyable. Et je trouve ça important de le souligner, sachant que j'ai appris récemment que Monsieur Francis Scott Fitzgerald faisait pas mal appel à l'aide de sa femme pour écrire ses romans et qu'il ne l'a jamais crédité. Si tu ne connais pas Gatsby le Magnifique, déjà, bah, lis-le et regarde le film, parce que le film aussi est vraiment incroyable. Très fidèle au roman d'ailleurs, vraiment très fidèle au roman. Un peu comme pour Jane Austen, j'avais vraiment l'impression d'avoir les scènes du film devant les yeux en même temps que je lisais. Mais si tu ne connais pas, je vais commencer quand même par te faire un petit résumé. Pour le contexte, ça se passe au tout début des années 20, on est vraiment dans une période genre prohibition, après-guerre, toute cette ambiance-là. Et l'histoire est relatée par Nick Carraway, le narrateur, un jeune homme américain qui s'installe à New York au tout début des années 20 et qui se rend compte très bientôt que son voisin n'est pas n'importe qui, puisqu'il semble être une richissime personne entourée de mystères qui donne pourtant des fêtes chez lui tous les soirs. Et pourtant, personne ne semble le connaître, personne ne semble l'avoir jamais vu. Un jour, il est invité à l'une des soirées, il s'y rend et il fait, au final, la rencontre de Gatsby le Magnifique, le propriétaire des lieux, son cher voisin. Et c'est là que Gatsby lui fait part de son envie, de son projet, son immense projet de revoir et d'attirer l'attention de Daisy Buchanan, dont il est fou amoureux depuis des années. Alors même que Daisy est, elle, mariée à Tom Buchanan, qui est un homme absolument affreux et infidèle. Nick va découvrir peu à peu que la fortune de Gatsby semble être de provenance un peu douteuse et que tout ce qu'il possède et tout ce qu'il met en place n'a qu'un seul but, attirer l'attention de Daisy. Malheureusement, Daisy est trop attachée à son confort et à son milieu social et elle ne quittera jamais Tom. Je peux pas spoiler si tu connais pas, mais l'histoire se finit très mal et révèle l'hypocrisie et la corruption du milieu très riche. Et il rentre chez lui, conscient que le rêve américain n'est qu'une illusion. Ce livre est magistral, superbe, vraiment à la hauteur des soirées de Gatsby, littéralement. C'est trop beau. C'est trop beau, je pense que ce livre fait littéralement partie de ma personnalité. Depuis un an, j'ai régulièrement aussi des phases Agatha Christie. J'en ai lu quelques-uns, notamment des Hercule Poirot, avec qui je suis tombée en amour. Hercule Poirot, l'homme de ma vie. À nouveau, Hercule Poirot fait partie de ma vie depuis des années, parce que quand j'étais petite, je regardais le feuilleton télévisé avec ma grand-mère. Cet Hercule Poirot est le seul Hercule Poirot, et je ne veux pas entendre de contradiction. En termes de Agatha Christie, donc, j'ai lu La nuit qui ne finit pas. Ce n'est pas un Hercule Poirot, une fois n'est pas coutume, mais je l'ai trouvé vraiment incroyable. Je vais pas tous te les pitcher, je te les recommande chaudement, parce que en fait c'est simple à lire, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien, en plus c'est vraiment un mood, ces livres. Ma passion, c'est vraiment les dernières pages, au moment où le meurtrier est révélé, et vraiment où on a l'explication de tout le livre, vraiment le dénouement incroyable, alors que je n'ai rien compris de A à Z, c'est trop bien. 1, 2, 3, Meurtre en Mésopotamie et La fête du potiron que j'ai lu il y a quelques jours. J'ai eu un peu peur pour La fête du potiron parce qu'en fait ça commençait exactement comme le film, je crois que c'est Meurtre à Venise ou un truc du genre. Le film Hercule Poirot qui est sorti il y a pas très longtemps. J'avais commencé à le regarder, ça m'a fait peur, j'ai arrêté, mais le livre, du coup La fête du potiron commence un peu sur le même délire de une soirée pour des enfants où quelqu'un est assassiné, etc. Du coup j'avais peur que ce soit exactement la même histoire, et en fait non. Le film en était bien évidemment largement inspiré, mais c'était pas du tout la même histoire, pas du tout le même dénouement quoi. Et en plus, ça c'est vraiment une lecture d'automne, hein, La fête du potiron, on est là. Autre livre, je sais pas si j'en parle maintenant ou si je le garde pour ma vidéo sur mes ressources féministes, je vais quand même en parler brièvement, mais vraiment brièvement. Hein. Je rentrerai plus en détail du coup dans la vidéo sur mes ressources féministes, mais c'est Sorcière de Mona Chollet, c'est vraiment le livre de féministe radicale par excellence. J'en avais entendu parler, en fait j'avais déjà entendu parler de Mona Chollet et j'avais entendu parler de ce livre-là en particulier. Il avait un peu piqué ma curiosité, tout simplement parce que j'aime le personnage de la sorcière. C'est un personnage, une figure, on va dire, qui m'a toujours plu dans les dessins animés, dans les films, quand je voyais une sorcière. Directement, c'était un peu mon coup de cœur du film, quoi. La sorcière, c'est vraiment un univers, un personnage qui me plaît et qui me parle. Historiquement parlant, c'est aussi un sujet qui m'intéresse énormément, avec toutes les persécutions de sorcières qu'il y a eu, les tribunaux, les bûchers, bien évidemment, et bien évidemment aussi les tortures.
qui précédait les bûchers. Ça m'avait passionnée quand on en avait parlé pendant ma première année de licence d'histoire, j'avais trouvé ça incroyable, la prof était passionnante, et j'avais envie de décortiquer ce sujet dans un angle féministe, et le livre ne m'a absolument pas déçue, c'était ultra simple à lire. Moi, j'aime bien lire, mais j'ai principalement l'habitude de lire des romans. Je m'intéresse vraiment aux romans, j'aime bien quand il y a une histoire, quand il y a des personnages, quand il y a des descriptions. Mais quand c'est un livre qui traite d'un sujet, juste un livre sur la finance ou un livre sur le développement personnel, ça va pas m'intéresser de ouf. Là, ça m'avait intéressé de ouf, même si c'est pas un roman. C'était quand même ultra intéressant parce que l'autrice déroule sa pensée sur plusieurs chapitres et malgré ça, c'était pas du tout difficile à suivre ou quoi. C'était vraiment ultra bien écrit. Mais on en reparlera plus en profondeur dans une prochaine vidéo. Autre livre que j'ai lu récemment et qui m'a énormément plu et qui m'a bien marqué, c'est Nana de Émile Zola, que j'ai lu cet été. J'ai mis du temps à le lire, j'avais pas beaucoup de temps à consacrer, enfin j'ai pas trouvé beaucoup de temps à consacrer à la lecture surtout, mais comment te dire, Zola ne me déçoit jamais, Zola est l'amour de ma vie. Zola on connaît beaucoup pour ses romans sur le petit peuple, et là, même si le personnage de Nana est en soi une prostituée issue du milieu très populaire, elle s'élève socialement tout au long de l'œuvre et elle fréquente la haute société, elle fréquente des princes, des ministres, vraiment le gratin du gratin, ce qui fait que là, c'est vraiment un angle en fait que j'avais pas l'habitude personnellement de voir chez Zola quoi. Zola, on a un peu l'habitude de le considérer un peu comme le défenseur du peuple. En tout cas, quand on se penche pas suffisamment longtemps sur son œuvre, quand on a des œuvres comme L'Assommoir, La Bête humaine, etc. Il critique vraiment la position inconfortable, c'est rien de le dire, des masses populaires, des masses laborieuses finalement. Et là, même si je sais pas si on peut vraiment dire que Nana fait partie des masses laborieuses, il a vraiment une critique sur le personnage de cette femme, qui est donc une prostituée issue d'un milieu très populaire, qui se sert de sa beauté et de son charme pour séduire et manipuler des hommes riches. Elle vit dans le luxe, dans le caprice, que ce soit au niveau matériel, ainsi qu'au niveau de ses relations avec les hommes. Et son succès repose essentiellement sur la corruption et l'exploitation des hommes. Et ça se finit pas très bien pour elle, elle finit vraiment par être consumée par ses excès. Et je me serais pas attendue, naïvement sans doute, à voir Zola critiquer de cette façon une femme qui potentiellement pas tellement d'autres ressources que son corps pour s'en sortir. Bon, bien évidemment, elle critique quand même la société bourgeoise qui se laisse vraiment embrigader là-dedans, parce que à travers les hommes qui l'entourent, qui entourent Nana, Zola dénonce l'hypocrisie et la décadence de la haute société, parce que dans ce roman, la bourgeoisie se laisse entièrement séduire et manipuler par le simple attrait physique de Nana. Et la société bourgeoise, du coup, a l'air d'une fragilité incroyable quand elle est entre les mains de cette femme. Bon, bien évidemment, incroyablement bien écrit, c'était vraiment trop beau. Certains moments m'ont trigger parce qu'il était question de violence conjugale, clairement. Que ce soit dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire qu'à un certain moment, Nana est victime de violences conjugales par son conjoint, et ça me crève le cœur à lire, c'est d'une tristesse. Et à un autre moment, quand elle est dans une autre relation, c'est elle qui fait subir des violences conjugales à l'un de ses amants, et pareil, je trouve ça horrible à lire. Mais ça reste quand même malgré tout un pilier majeur de l'œuvre de Zola. Je suis vraiment très heureuse de l'avoir lu. J'ai été surtout attirée par la couverture, parce que j'aime beaucoup ce tableau. Et même si dans le roman Nana est décrite comme blonde, dans ma tête, quand je lisais, elle avait exactement cette tête-là. Voilà donc pour mes lectures. N'hésite pas à me mettre en commentaire les lectures que toi tu as appréciées dernièrement, si tu as des recommandations pour moi, je ne sais pas. Et comme d'habitude ma douce, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi.